Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2024 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et ça me fait très plaisir de souhaiter la bienvenue pour commencer à Jennifer Davies, notre formatrice, et à tout le monde pour cette formation qui a comme titre Help, je dois enseigner l'anglais. Alors, quelques petites consignes de fonctionnement. Veuillez noter que cette formation est enregistrée et que le Centre Franco la rendra disponible au cours des prochaines semaines sur son site Internet. Durant la formation, on vous invite à mettre votre micro en sourdine et à utiliser la boîte de clavardage pour vos questions et vos commentaires. Enfin, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui rend possible aujourd'hui cette formation. Voilà, alors c'était l'intro. Merci tout le monde. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente formation. Et Jennifer, eh bien, c'est à toi. Merci beaucoup. Je suis vraiment contente de voir le nombre de personnes qui sont là aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ça. Je sais que c'est la fin des vacances, puis c'est précieux ces derniers jours de vacances. Alors, merci d'être parmi nous. On va débuter avec la reconnaissance du territoire. Nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu comme Ontario, dérivé du terme Mohawk pour lac magnifique. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Et je vous rappelle que votre cours d'anglais est l'endroit idéal pour travailler cette éducation avec vos élèves. Il y a maintes façons de le faire et beaucoup de ressources qui sont disponibles aussi. Je m'appelle Jennifer Davies. Je travaille pour le Conseil scolaire Viamonde depuis 20 ans cette année. J'ai enseigné l'anglais pendant 4 ans, en 4e et 5e année. Et maintenant, je donne les formations pour tout le conseil en anglais. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à connaître le curriculum en profondeur. J'ai la chance de voyager d'école en école et de voir les belles pratiques dans une école et de les partager avec d'autres enseignants. Alors, aujourd'hui, je vous partage mes expériences, ma compréhension du curriculum des élèves, de l'apprentissage, ainsi que de belles pratiques que j'ai vues dans les salles de classe de nos collègues. Alors, on vous demande rapidement de remplir le formulaire de présence pour que le Centre Franco sache qui est là, combien de personnes, qu'est-ce qui est populaire, qu'est-ce qui est moins populaire, etc., pour renseigner leur choix d'atelier à l'avenir. Alors, vous pouvez cliquer sur le mot « Ici » et je pense que ça devrait vous prendre une trentaine de secondes pour remplir ça. Et pendant que vous faites ça, je vais juste passer aux objectifs de la formation. Et ceci est ce que vous avez vu quand vous avez décidé de vous inscrire pour l'atelier. Alors, nous allons explorer les apprentissages essentiels, les genres de textes qui sont prescrits dans le curriculum de la 4e à la 8e année et des ressources qui sont offertes gratuitement en ligne. Est-ce que vous pouvez partager le lien? Est-ce que vous êtes capable de cliquer sur le lien ou non? Est-ce qu'il y a un problème avec le lien? J'ai pu l'utiliser. OK. Je ne l'ai pas à côté de moi. Peut-être que mon ami Ian, qui est là, pourrait nous trouver le lien pour les présences s'il y a des gens qui ne sont pas capables de cliquer dessus. OK. Il me semble que ça va pour la plupart des gens. Alors, c'est ça qui vous a attiré ici et c'est ça que je vous promets dans les prochaines 90 minutes.
Et les objectifs de la formation, les résultats d'apprentissage, c'est de connaître la structure du programme cadre du cours d'anglais. Ce n'est pas super compliqué, mais puisque tous les curriculums sont légèrement différents, on va le regarder. On va comprendre le rôle des textes prescrits comme véhicule pour l'enseignement, des attentes et contenus. On va regarder, j'ai mis pas mal de temps sur la planification d'une unité, comment moi je m'y prends, ce que je trouve le plus efficace, ce qui va prendre un peu de temps en amont de l'enseignement, mais ce qui va vous sauver énormément de temps et va protéger votre santé mentale en même temps une fois que c'est fait. Et partie la plus importante, c'est de partager avec vous les ressources que j'ai trouvées en ligne qui sont gratuites, mais qui sont fiables. Parce que parfois, on ne sait pas comment trouver quelque chose qui est fiable. Et je retourne ici. Désolé, ce code QR vous amènera à la présentation. Alors, je vous donne un instant pour scanner le code QR si vous voulez la présentation. Sinon, à la fin, je peux aussi vous partager le lien pour ouvrir la présentation en ligne. Comme ça, vous l'aurez. Ça va? OK. Alors, je vais passer à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est que enseigner l'anglais, c'est super agréable. C'est vraiment, selon moi, un privilège. Alors, je sais que ça se peut que vous ne soyez pas à l'aise avec le contenu, avec la matière. Ça, on va en parler aujourd'hui. Mais voici quelques avantages de l'enseignement de l'anglais. Vous allez voir que si vous ne l'avez pas encore enseigné, les élèves sont contents d'être dans le cours d'anglais. On a un grand nombre d'élèves qui sont très à l'aise avec l'anglais. Il y en a même qui sont plus forts en anglais qu'en français. Alors, quand ils auront la chance de vous montrer ce qu'ils savent faire, comment ils peuvent se communiquer, s'exprimer en anglais, ils vont être contents. Puis, avoir des élèves qui sont engagés, qui sont contents d'être là, déjà, c'est la moitié de fait. Il y a beaucoup de référents culturels que vous pouvez utiliser parce que souvent, la vie en dehors de l'école en Ontario est vécue en anglais. Alors, des émissions de télé, des chanteurs, des chanteuses, etc. Les ressources sont abondantes. Nous, pour trouver quelque chose qui nous convient en français, qui est à un niveau abordable ou accessible pour les élèves, ça peut être difficile. En anglais, on est entouré de textes, d'exemples, etc. Et vous pouvez faire des liens entre l'anglais et le français. Dans le cours de français, on hésite parfois de faire ces liens et de parler anglais pour expliquer des affaires en français. Mais dans le cours d'anglais, vous ne devez pas vous gêner de dire « Oh, table, c'est comme table. » Tu sais, professeur, le E-U-R, c'est comme le E-R en anglais, teacher. Alors, vous pouvez faire des constats pour parler des ressemblances et des différences dans les deux langues. Alors, on va commencer avec un petit sondage afin de mieux connaître qui vous êtes et qu'est-ce qui va être le plus intéressant, ou est-ce que je devrais mettre plus d'emphase aujourd'hui dans ma présentation. Alors, vous pouvez soit scanner le code QR, soit cliquer sur le carré bleu turquoise et ça va vous amener à un sondage Forms. Faites-moi savoir dans le chat si ça ne fonctionne pas. OK, j'avais tout vérifié avant de partager, mais je savais qu'il allait y avoir des difficultés. Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de l'ouvrir? OK, Ian, Natacha, ça fonctionne. OK, alors ce que je pourrais suggérer pour la personne pour qui ça ne fonctionne pas,
Si vous êtes dans Chrome, essayez Edge et vice-versa. Le lien fonctionne, mais ne peut pas sur mon cellulaire. D'accord. OK, pour la présentation, je vais vous donner le lien à la fin parce que si j'essaie de faire ça maintenant, je vais perdre le fil de ma présentation. Alors, j'espère que vous serez patiente avec moi. Suivez avec nous et vous aurez le lien à la présentation à la fin. À moins que, encore une fois, mon collègue Ian veuille aller essayer de le chercher. C'est dans le office du conseil Viamonde. Je ne sais pas si tu seras capable, mais si tu es capable, ce serait gentil. Et je vais changer le partage pour aller sur l'écran. On a 14 réponses, c'est presque tout le monde. Il y a 5 questions, alors je vais vous donner quelques secondes de plus pour terminer. Alors, je vois que la majorité des gens enseignent juste à leur classe et puis il y en a qui enseignent aussi à plusieurs classes comme spécialistes, j'imagine. On a une belle répartition jusqu'à la 8e année, c'est super. OK, la plupart, vous avez déjà enseigné. Pour ceux qui n'ont pas encore enseigné l'anglais, on va passer à travers les bases aussi. OK, alors la majorité des gens sont plus ou moins à l'aise avec les attentes et les contenus. Et more details, niveau multiple, différentes ressources. Oui, la grammaire. C'est la grammaire. OK. 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 La seule chose dont on ne va pas parler aujourd'hui, que j'ai vu ici, c'est les grilles d'évaluation. Je n'en parle pas, mais on peut se parler à la fin, encore une fois, et je peux essayer de vous trouver quelques exemples de grilles sur lesquelles vous basez. Alors, super. Pour tous les autres besoins, je crois que on va au moins y toucher. Malheureusement, la présentation, on a juste 90 minutes, puis moi, je pourrais parler de l'anglais pendant des jours et des jours, mais on va au moins toucher à tous ces sujets-là. Alors, je retourne à la présentation. OK. Désolée, je regardais le chat. Merci, Ian, c'est super gentil. Alors, le programme cadre ressemble beaucoup à l'ancien curriculum du français. On a les 3 domaines, le Oral Visual Communication, Writing and Representation, Reading and Interpretation. Et puis, on a aussi les conventions linguistiques qu'on va comme greffer à ces 3 domaines. Il y a certaines différences entre la façon dont ce curriculum est organisé et l'ancien curriculum de français. Alors, on va regarder ça aussi. Pendant cet atelier, je vais parler majoritairement en français. Ça va être nécessaire de dire certaines choses en anglais lorsque je parle du curriculum. Pour les gens qui sont moins à l'aise avec l'anglais, si vous avez besoin de clarification, vous me laissez savoir et ça va me faire plaisir de vous en parler. Alors, je vois qu'on a un mélange de gens qui l'ont déjà enseigné, des gens qui ne l'ont pas encore enseigné, des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec le curriculum. Alors, je vais essayer de répondre à tous ces besoins, comme on fait en salle de classe.
Alors, je dois mentionner aussi, aujourd'hui, j'ai pas le temps de vous parler en profondeur d'anglais pour débutants, mais je voulais vous rappeler que ça existe, que c'est là pour les élèves qui ne parlent pas couramment l'anglais. Alors, d'habitude, ce sont des élèves qui arrivent d'ailleurs, qui arrivent du Cameroun, qui arrivent du Québec, qui habitent dans un foyer où l'anglais n'est pas la langue parlée à la maison ou qui n'ont pas été exposés à une communauté anglophone depuis très, très longtemps. Alors, n'oubliez pas que ça existe, que vous devez le connaître et que si vous avez des élèves pour qui c'est leur profil, vous devez enseigner et évaluer selon le programme anglais pour débutants. Et vous avez un outil qui est disponible du Centre Franco et du ministère, qui est l'outil diagnostic pour anglais pour débutants pour savoir où placer ses élèves et s'ils sont vraiment anglais pour débutants ou s'ils devraient suivre le curriculum régulier. La prochaine idée que je voulais aborder avec vous, parce que ce que les profs d'anglais me disent le plus souvent, surtout de la 4e à la 6e, vous n'avez pas beaucoup de temps avec les élèves et les périodes sont courtes. Les élèves doivent s'habiller, doivent se déshabiller, doivent manger la collation. Alors, vous finissez par avoir 25 minutes, 40 minutes, 50 minutes avec les élèves et non les périodes de 75 minutes que peut-être un prof de 7 ou de 8 aurait avec les élèves. Alors, vous devez décider. Je ne peux pas vous dire que vous ne devez pas enseigner tout le curriculum, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez regarder les attentes et les contenus et mettre l'emphase sur ce qui est essentiel. Alors, pour savoir qu'est-ce qui est essentiel dans le curriculum, ce sont des apprentissages qui sont des préalables. Alors, s'il faut que je connaisse, que je sache ça, afin de réussir en 5e, 6e, 7e, 8e, 10e, etc., c'est essentiel. Si c'est transférable, je vais l'utiliser dans le cours d'anglais, mais je vais aussi l'utiliser dans le cours de français. Je vais aussi l'utiliser dans le cours d'études sociales, de sciences, etc. C'est un apprentissage essentiel. Ce qui est important, ça va permettre aux élèves d'être plus efficaces. Et ce qui est plus intéressant, c'est les petits détails. C'est des textes qui sont le fun, mais peut-être moins importants comme étudiant ou comme adulte un jour. Est-ce qu'on doit... Ben, c'est les attentes qui sont les plus importantes. Il faut enseigner toutes les attentes. Les contenus, oui, en théorie, vous devez enseigner tous les contenus. En réalité, est-ce que c'est faisable? C'est pas toujours faisable. Alors, c'est là où il faut être judicieux, utiliser votre jugement pour voir qu'est-ce qui est essentiel pour mes élèves pour qu'ils puissent réussir l'année prochaine et après ça. Le programme cadre. Alors, ce qui est différent ici, c'est que maintenant, en français, on n'a pas de texte prescrit. Avant, en français, on avait un tableau avec les textes prescrits. Dans le curriculum d'anglais qu'on a présentement, les textes prescrits sont décrits dans les contenus. Alors, quand vous lisez les contenus, ça va vous dire read a variety of expository paragraphs and identify their purpose, audience, etc. Ensuite, ça vous dit dans les parenthèses, topic sentence, developing sentences, etc. Alors, ça va vous donner aussi des pistes pour l'enseignement et l'évaluation de chaque texte. Alors, quand ils disent, par exemple, interview a real or fictional character, ils vont dire qu'est-ce que l'élève doit faire lorsqu'il est en train de faire cette entrevue à l'oral avec un autre élève. Qu'est-ce que vous allez chercher dans sa présentation? Ce n'est pas exhaustif. Ce qui est écrit dans le curriculum, j'ai trouvé avec le temps que Google est ton meilleur ami. Alors, si tu n'es pas certain, un expository paragraph, et ça en est un qui peut amener
des malentendus ou des problèmes de définition, c'est pas toujours évident. Alors, si tu n'es pas certain c'est quoi un expository paragraph, puis quelles sont les caractéristiques, oui, ChatGPT aussi, puis on va en parler. Qu'est-ce que je dois trouver dans un expository paragraph? Google, puis tu vas voir des mini-leçons, des gens qui partagent, des ressources à utiliser avec les élèves. Et c'est vraiment comme ça que j'ai développé ma compréhension de ce que sont ces textes prescrits. C'est ça. Et puis, on va parler des paragraphes parce que le paragraphe, même si c'est un contenu et pas une attente, le paragraphe, c'est un apprentissage essentiel. La structure d'un paragraphe, que ce soit narrative, expository, descriptive, persuasive, etc., c'est un bloc, c'est une pierre angulaire de l'écriture. Alors, pour l'année suivante, pour les textes plus longs que les élèves vont écrire en 7e et en 8e, ça doit être acquis. Pour avoir du succès à l'école secondaire, ça doit être acquis. Alors, ça, c'est super important. Alors, vous pouvez voir que quelques critères pour les textes sont dans le programme cadre. Pour bien connaître les textes, il faut googler. Et ChatGPT peut vous aider aussi. Je vais vous montrer comment, mais parfois, ça ne donne pas tous les détails nécessaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir à propos de ces genres de textes? Il faut connaître les caractéristiques. Comme j'ai dit, si on parle d'un persuasive paragraph ou persuasive letter, persuasive text, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les caractéristiques de ce genre? C'est emotional language, using statistics, maintaining one point of view, etc. Puis tout ça, c'est pas dans le curriculum, c'est pas dans le glossaire non plus, même s'il y a un peu plus d'infos dans le glossaire. À quelles attentes et contenus est-ce que ça se prête? Parce que ton texte prescrit est un véhicule, c'est un médium pour enseigner les attentes et les contenus. Alors, si je dois faire la phrase interrogative avec mes élèves et j'ai le choix entre le poème, je me rappelle plus c'est quoi le poème en 6e, mais je dois décider entre l'entrevue et le poème, ben, si je dois enseigner la phrase interrogative, c'est certain que je vais greffer ça à l'entrevue. Pourquoi enseigner les textes prescrits tels que prescrits aussi? Je vois beaucoup de gens qui, en 4e, 5e, 6e, il y a des paragraphes que les élèves doivent écrire. Et les gens pensent que puisque leurs élèves sont forts en anglais, un paragraphe, c'est pas assez. Guess what? C'est assez. Parce que vous avez des périodes qui sont courtes en début d'apprentissage. Vous avez beaucoup de choses à travailler. L'orthographe, la structure de phrase, souvent, ce sont de grands défis au cycle moyen. Alors, si vous travaillez un texte qui est beaucoup plus court, premièrement, vous allez arriver à terminer ce texte avec les élèves et deuxièmement, vous allez pouvoir prendre le temps de corriger, de travailler, d'enseigner les homophones, l'orthographe, les patterns in spelling, etc. Alors, restez avec les textes prescrits comme ils sont décrits dans le curriculum. Le profil de classe. C'est quelque chose qui vous préoccupe probablement tout de suite, maintenant. Comment est-ce que vous allez le créer pour vos cours d'anglais? Alors, il faut créer un profil des élèves dans les 3 domaines, comme on le fait en français. Oral Visual Communication, je dis toujours, c'est pas nécessaire que les élèves fassent une présentation formelle. Vous allez observer les élèves pendant qu'ils interagissent entre eux-mêmes et lorsqu'ils vous adressent la parole aussi, vous allez voir est-ce que l'élève est à l'aise, est-ce que l'élève a un vocabulaire adéquat, est-ce que l'élève est gêné, est-ce que l'élève est confiant. Reading and interpretation, writing and representation. Utilisez ces tâches-là
pour commencer à connaître les élèves aussi. Alors, si possible, demandez-leur de lire des textes qui parlent de passe-temps, de famille, etc., pour qu'ils puissent vous parler et écrire au sujet de ces mêmes thèmes pour que vous puissiez commencer à les connaître. Pour avoir un profil complet de classe, il faut savoir aussi quels sont les intérêts et les goûts des élèves. Alors, on ne regarde pas juste l'académique, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, mais aussi qui sont mes élèves. Ça fait plusieurs années que j'accompagnais des enseignants en salle de classe. Et une des choses que je remarque, quand je suis demandée de venir faire un accompagnement pour un enseignant qui a des difficultés de gestion de classe, souvent c'est parce que cet enseignant ou cette enseignante ne connaît pas ses élèves. Connaître tes élèves veut dire que tu peux les engager, tu peux différencier à leur niveau, tu peux parler directement à l'élève le plus difficile, le plus réticent. Si tu connais 7 élèves en profondeur, là, tu vas aller pouvoir choisir un thème, une idée, un texte qui va l'intéresser. Et lorsque 7 élèves est engagé, la gestion de classe pour tout le monde est beaucoup plus facile. Je vous recommande aussi de communiquer avec les parents. Je sais que tout le monde le fait déjà, mais demandez aux parents de parler de leur enfant. Qu'est-ce que vous aimeriez pour votre enfant dans le cours d'anglais? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de ce qu'il comprend déjà, ce qu'il fait déjà, ce qu'il lit à la maison, ce qu'il écoute à la télé, n'importe quoi, n'importe quelle info que tu peux avoir d'un parent. Ce sont eux les experts au sujet de leur enfant. Et puis, ça commence à créer un lien tout de suite. Quand les parents pensent que savent que vous les impliquez dans l'apprentissage, dans l'enseignement, c'est déjà un pas de fait vers une relation positive avec les parents. Je vous mentionne aussi très, très rapidement Dibbles. Dibbles, le lien est là, ça vous mène sur leur site. C'est une trousse de diagnostic en lecture. Alors, pour vos élèves qui ne sont pas anglais pour débutants, vous voulez créer un profil des élèves en lecture. On n'a pas, j'allais dire GB+, je suis à l'ancien encore, mais c'est une trousse pour créer un profil des élèves comme lecteurs. C'est fait assez rapidement. Le test n'est pas long. Il y a une partie qui se fait en groupe classe, puis une autre partie qui dure 60 secondes où vous écoutez un échantillon de lecture des élèves. Encore une fois, ça pourrait être le sujet d'une demi-journée de formation, mais tout le matériel est là et c'est gratuit. C'est créé par une université. Je l'ai essayé avec un enseignant. Ça s'appelle Dibbles et le lien est sur la diapo. Je l'ai essayé l'année dernière dans une classe de 5e année avec une enseignante qui était spécialiste en 4, 5, 6. Alors, je sais que ça peut fonctionner avec nos élèves aussi et pas juste dans les écoles anglophones. Alors, j'espère que ça pourrait vous aider. Sinon, vous cherchez au moins un échantillon de lecture et de compréhension en lecture de la part de vos élèves. Est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce que je parle trop vite? Est-ce que je devrais parler plus vite? C'est beau? Un thumbs up? OK. Si jamais c'est pas le cas, vous me laissez savoir. OK, cool. Alors, la planification. Voici la partie que, tu sais, puisque je suis le token anglophone du Conseil scolaire Viamonde, quand il y a un problème dans une salle de classe d'anglais ou quand il y a quelqu'un qui est suppléant à long terme puis ne sait pas par où commencer, on appelle Jennifer Davies et je vais dans la classe où je les rencontre via Teams. Et souvent, je vois des profs qui
vivent à la photocopieuse parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Alors, c'est un jour à la fois. J'ai trouvé un texte que je peux photocopier avec des questions. J'ai trouvé un exercice de grammaire que je peux photocopier. Et c'est photocopie, photocopie, photocopie. Ça tient les élèves occupés. Ça donne l'impression qu'on est en train de faire quelque chose. Mais est-ce que vraiment c'est un enseignement ciblé qui va amener les élèves vers quelque chose? Est-ce que ça intéresse les élèves? Est-ce qu'on va avoir une bonne gestion de classe si c'est photocopie après photocopie? Probablement que non. Alors, je vais vous montrer comment moi, je planifie pour des cours d'anglais de la 4e jusqu'à la 8e. Alors, premièrement, ici, on a un genre de texte que j'ai choisi comme exemple, juste pour les prochaines diapos, qui est l'article de revue qui est en 7e ou 8e. Quelqu'un qui enseigne à ce niveau pourrait probablement nous le préciser, mais c'est un de ces niveaux-là. Alors, ce texte-là n'est pas le but de mon enseignement. Et j'ai fait l'erreur quand j'ai commencé, j'avais une classe de 4e année, et en français, je leur ai donné, on avait le texte prescrit, le compte, et à la fin de l'unité, je leur ai donné un test sur le compte où je leur ai demandé quels sont les éléments du conte, qui sont d'habitude les personnages, où est-ce qu'un conte a lieu, comment est-ce que tu sais si un, etc., etc., etc. Moi, je pensais qu'il fallait que les élèves connaissent le conte. Et ça, c'est vrai. On veut qu'ils comprennent c'est quoi les éléments du conte, on veut qu'ils sachent comment rédiger un conte, on veut qu'ils soient capables de nous dire ça, c'est un conte parce qu'il contient ces éléments-là. Mais le but, ce n'est pas le conte. Le but, c'est toutes les choses qu'on peut enseigner en enseignant, en lisant, en écrivant, en analysant le texte prescrit. Alors ici, l'article de revue, quelles sont les attentes et contenus en Oral Visual Communication que je peux toucher pendant mon unité sur l'article? Quelle stratégie de lecture, d'interprétation, quel style, figure de style est-ce que je peux enseigner, est-ce que je peux analyser avec mes élèves? Et quels sont les éléments de grammaire que je peux voir avec l'article que je ne peux pas voir avec la marche à suivre? Alors, c'est comme ça que moi, je planifie. Je prends mes textes prescrits, je les mets en haut de la page parce que moi, je suis une personne qui planifie avec un stylo, pas nécessairement à l'ordinateur. Et par la suite, je mets tout ça à l'ordinateur. Mais qu'est-ce qui se grave le plus logiquement à chaque genre de texte? Ensuite, souvent, je choisis un thème et on va en parler, on va regarder un exemple aussi. Je vais vous expliquer et je vais vous montrer pourquoi je fais ça. Il y a 2 raisons, 2 grandes raisons, puis il y a d'autres avantages aussi. Premièrement, ça m'aide dans ça va être 3 bonnes raisons. Ça m'aide dans ma planification. Ça m'encadre dans ma planification. Alors, je vais chercher des articles de revue. Et ça va être au sujet de l'environnement parce que je vois que mes élèves de 7e ou 8e année sont très, très intéressés, sont très, très préoccupés par la nature, l'environnement, ce que nous, on peut faire pour l'environnement en ce moment. L'autre chose que ça me permet de faire, c'est de bâtir une banque de vocabulaire. Alors, pendant qu'on lit des textes sur l'environnement, je vais créer avec mes élèves une banque de vocabulaire qui est liée au genre de texte et au thème de l'écologie. Alors, mes élèves, quand il arrive le temps qu'eux, ils vont écrire leur article, ils vont avoir une banque de mots. Ils vont avoir des mots très, très simples pour mes élèves qui sont des apprenants de l'anglais. Pour mes élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, il va y avoir de beaux mots, très poétiques, très intéressants pour mes élèves qui sont prêts à aller plus loin. Puis pour l'article, il va y aussi avoir des mots de coordination aussi
pour qu'ils puissent utiliser divers types de phrases. La troisième chose que ça fait, c'est que ça encadre l'élève aussi. Alors, souvent, nos élèves nous disent, je sais pas, j'ai pas d'idée, j'ai pas de sujet, j'ai pas d'idée. Mais si on a lu des textes, de courtes histoires à propos de chiens, ben, tu peux écrire une histoire au sujet d'un chien. Au moins, ça leur donne une idée pour commencer. Et puis, on essaie de garder le sujet assez large, assez ouvert pour qu'il y ait du choix quand même. Alors, si j'écris le texte d'opinion, peut-être que je vais choisir les médias. Si on fait de la poésie, peut-être la nature. Des event summaries, c'est un des textes prescrits au cycle moyen. Peut-être des événements sportifs parce que je sais que mes élèves adorent les sports. C'est un groupe très sportif. Mais quand même, il y a un choix aussi. Si quelqu'un me dit non, madame, je veux absolument écrire au sujet de, je ne sais pas trop quoi, la nutrition. OK, ben, vas-y. C'est à toi de décider. Est-ce que j'ai bien expliqué ça? Moi, je veux juste que vous me rassurez. OK. Un élément de plus, lorsque je planifie, c'est que j'essaie de trouver quelque chose qui va accrocher mes élèves. J'ai déjà été dans des formations ou des conférences où, Ian, tu me flattes, où les gens suggéraient, par exemple, vous savez peut-être que Oprah a un club de lecture. Alors, même si elle n'a plus son émission, elle a un club de lecture où elle choisit à tous les 3-4 mois un livre. Elle fait des podcasts, elle pose des questions, elle fait des discussions avec l'auteur, etc. Ben, il y avait une enseignante qui présentait son idée, c'était de faire un Oprah's Book Club avec ses élèves. Moi, ça m'intéresse parce que j'ai 52 ans et je sais c'est qui Oprah. Mais vos élèves ne connaissent pas Oprah. Puis vos élèves ne veulent pas faire un club de lecture Oprah. Alors, il faut faire attention. Il faut s'assurer de penser à la réalité de nos élèves. Encore une fois, raison pour laquelle les connaître, les écouter, leur poser des questions. Qu'est-ce qui est sur les sacs à dos de vos élèves? Qu'est-ce qui est sur les t-shirts? De quoi est-ce qu'ils parlent entre eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait hier soir, etc., pour savoir qu'est-ce qui les intéresse. Alors, peut-être que Oprah Book Club ne les accroche pas, mais peut-être que sur TikTok, il y a un genre de vidéo qui s'appelle un book talk. Alors, peut-être qu'aller chercher des petites vidéos d'1-2 minutes sur TikTok, qui sont des book talk, ça pourrait intéresser les élèves de faire un book talk à la fin. Si, comme ici, on fait l'article de revue, peut-être que ça les intéresserait. Book Creator, une autre plateforme gratuite en ligne, leur permet de faire une revue qui a l'air super professionnelle et c'est tellement facile à utiliser que moi, je l'utilise. C'est super convivial, c'est évident. Tu prends le gabarit revue, magazine, puis les élèves choisissent, ils échangent leurs photos pour les photos qui sont déjà là. Ils écrivent leur article là où il y a déjà des zones de texte, où ils peuvent les changer aussi, peuvent s'enregistrer, peuvent se filmer, etc. Puis on va faire une revue de classe ou une revue d'école et c'est ça qui va les accrocher. Canva aussi, excellente suggestion. Alors, ce qui est important pour nos élèves, moi, quand j'étais jeune, j'écrivais sur du papier ligné comme ça. Je le donnais à Mrs. Herbshot. Elle le corrigeait, elle me donnait une note et puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait avec ça après. Rien, je pense. Elle a indiqué la note dans son cahier de notes et puis par la suite, mon travail disparaissait. Nos élèves savent que l'écriture, c'est une façon de communiquer. Et s'il n'y a personne qui lit ce que j'ai écrit, pourquoi est-ce que je l'ai écrit? Alors, aller de la publication jusqu'à la diffusion, c'est ça qui accroche nos élèves. Alors, est-ce que notre marche à suivre
va devenir un tutoriel que je pourrais mettre sur TikTok ou mettre sur YouTube? Si oui, ça, c'est ma vie réelle comme élève. Moi, je connais ça. Moi, je trouve ça intéressant. Puis, je sais qu'il y a quelqu'un qui va m'écouter, qui va voir ou entendre mon message. Et tout au long de l'apprentissage, comme enseignante, je peux vous dire, dès le début, journée numéro 1, où on commence à parler de la marche à suivre, je peux vous dire, quand vous allez faire votre tutoriel YouTube, vous allez devoir utiliser l'impératif. Alors, c'est important qu'on apprenne l'impératif maintenant parce que pour votre vidéo, ça va être important et intéressant. OK, alors pour résumer, je vais planifier quel genre se prête à ce que je veux enseigner à mes élèves, comment est-ce que je vais les intéresser, et ça n'a pas besoin d'être super techno, ça pourrait être juste qu'on va écrire des lettres d'opinion en 7e et qu'au lieu de les mettre dans mon dossier pour chaque élève, on va les envoyer à la mairie, on va les envoyer au ministre de l'Éducation, au ministre des Ressources naturelles, etc. Et quelles sont toutes les attentes et tous les contenus que je peux greffer à ce texte prescrit? Alors, on va faire un exemple ensemble. J'enseignais la 6e année. J'ai essayé de trouver quelque chose qui était juste au milieu pour que les gens de la 4e ne se voient pas dans l'exemple, ni les gens de la 7e et 8e. Alors, j'ai choisi la 6e qui est juste au milieu. Et c'est un profil de classe que j'entends souvent. Les textes écrits par mes élèves de la 6e année sont mal structurés avec peu de détails pour justifier leurs idées. Ils font beaucoup de fautes d'orthographe, même lorsqu'il s'agit de mots très, très communs. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Des élèves qui parlent bien, lisent bien, mais quand vient le temps d'écrire, c'est pourri de fautes? Oui. OK. Alors, on a 4 choix. Il y a plus que ça dans le curriculum, mais j'ai ressorti 4 textes prescrits. Exactement. Qui pourraient être utilisés avec cette classe. Exactement. Oui, la lecture est super importante pour l'orthographe et pour la structure. Alors, n'oubliez pas, je parle de la structure, je parle de justifier leurs idées, je parle de travailler l'orthographe. Alors, parmi ces 4 textes prescrits en anglais, tu peux mettre dans le chat, lequel penses-tu, qu'est-ce que je pourrais utiliser pour travailler les textes mal structurés, pas de justification? Oui, absolument, Marie-Michel, c'est à nous de les aider et ça peut sembler être, overwhelming, mais c'est notre devoir, vous avez raison. Alors, j'ai personal narrative, j'ai persuasive paragraph, j'ai diamanté. Alors, il y a plusieurs bonnes réponses, mais moi, j'ai choisi le persuasive paragraph parce que je veux que mes élèves travaillent la justification de leurs idées. Et dans un personal narrative, oui, on peut donner plus de détails et je peux vous demander de me dire pourquoi tu as dit « je suis allée chez grand-maman, je ne l'ai pas aimé, c'était plate » ou « je l'ai adoré ». Oui, il faudrait le justifier. Mais à mon avis, dans le persuasive paragraph, je vais pouvoir travailler la justification des idées. C'est vraiment le format idéal pour le faire. Mais même le comic strip, ça raconte une histoire. On pourrait devoir justifier certaines idées aussi. Mais on va commencer par le persuasive paragraph et aussi parce que je trouve que c'est vraiment une habilité de base de pouvoir bien structurer un paragraphe. Si c'était le début de l'année, peut-être que je commencerai par un poème ou un comic strip pour que mes élèves ne soient pas intimidés si l'anglais est plus ou moins nouveau pour eux.
Mais dans ce cas, ce n'est pas nécessairement le début de l'année et je sais que ce que je veux travailler avec mes élèves, c'est la structure, c'est l'orthographe, etc. Alors, je dois penser à mes élèves, je dois commencer à ce qu'ils savent déjà faire, quelles sont leurs identités, quelles sont leurs expériences, quels sont leurs intérêts. Je dois penser à quels éléments je peux greffer à ça et quelles sont toutes les conventions linguistiques aussi que je pourrais enseigner. Alors, par exemple, ici, avec le persuasive paragraph, je pourrais faire les modifiers, such as comparative and superlative adjectives. For example, big, bigger, best, fast, faster, fastest. Si je veux convaincre quelqu'un de choisir quelque chose, de faire quelque chose, je trouve que dire que it's the greatest or it's better than what you may have used in the past, que ces mots-là vont être très utiles pour pour mes élèves pour qu'ils puissent écrire quelque chose qui va être persuasif. Alors, la dernière chose que je veux savoir avant que je commence à... Ben, c'est pas la dernière chose. L'avant-dernière chose que je veux savoir, c'est qu'est-ce que je pourrais faire? Mes élèves vont écrire un texte d'opinion, un paragraphe d'opinion. Jusqu'où est-ce que je pourrais l'amener pour que ce soit plus intéressant que écrire mon paragraphe et le remettre à madame? Alors, je vous demande dans le clavardage, si vous avez des idées de quelque chose qui serait logique, comment est-ce qu'on pourrait publier et diffuser les opinions de mes élèves pour que ce soit lu, vu, entendu par le public? De super bonnes idées déjà. Génial. Oui. Une présentation, un débat se prête super bien à l'idée du texte d'opinion. Un paragraphe qu'on présente à l'école pour apporter un changement. Peut-être qu'une autre classe pourrait voter. La radio scolaire, excellent, partager ton opinion. Exactement. Lettre à l'éditeur de votre journal, peut-être de la ville. Ici, à London, ce serait le London Free Press. Puis ça aussi, c'est une leçon civique. Comment est-ce qu'on peut partager notre opinion avec les autres gens de notre ville? J'adore. Un blog, un vlog. J'adore l'idée d'un vlog. Est-ce que, je ne sais pas si vous connaissez Rick Mercer qui faisait un rant. Un rant, c'était son opinion. Puis il se promenait, tu sais, il rôdait, il marchait et il parlait de son opinion. La télé de l'école, excellent. Partagez avec une autre classe, partagez avec votre classe, essayez de vous convaincre. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est cet âge-là, pré-ado et ado, qu'ils veulent se faire entendre. Ils veulent qu'on entende leur voix et leurs opinions. Alors, si on peut, même si on met... il y avait un prof ici à London les élèves avaient écrit des lettres pour persuader quelqu'un de donner de l'argent à un organisme charitable qui leur tenait à cœur. Alors que ce soit parce que ma tante a la sclérose en plaques, j'écris une lettre pour expliquer pourquoi ce serait important de faire un don. Et ensuite, ils ont partagé sur le Facebook de l'école. Aussi simple que ça. Puis les jeunes élèves, ça a juste besoin d'être partagé avec leurs parents et ils sont heureux. Quand ils sont un peu plus vieux, ils cherchent un public un peu plus large. Mais souvent, quand ils sont un peu plus grands, ils ne veulent pas qu'on voit leur visage non plus. Alors, on peut penser à des façons de faire une vidéo où tu montres quelque chose, où tu utilises des images et des clips vidéo pour partager tes idées, ton opinion, etc. Mais on ne voit pas nécessairement le visage de l'élève. Alors, oui, excellent. Flip, qui s'appelle, est-ce que ça s'appelle encore Flip? Ils ont fait des changements, encore une fois, à cette plateforme. Mais oui, ce sont d'excellentes idées. Alors, j'espère que vous les prenez en note.
Alors, on s'est dit qu'on allait travailler le persuasive paragraph en 6e année, puis on va choisir une de vos idées. Sais-tu quoi? On va choisir le rant. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi un rant? Si vous n'avez pas vu Rick Mercer, peut-être que vous ne le connaissez pas. OK, paraît que oui. Alors, c'est lorsque la personne qui parle a l'air frustrée, un peu fâchée, un peu fatiguée avec quelque chose, puis il donne son opinion. C'est une vidéo, il parle. Et d'habitude, c'est un peu se plaindre un petit peu de quelque chose et être un peu frustré, mais de donner son point de vue et de justifier son point de vue, d'essayer de convaincre aux gens que quelque chose devrait changer. Alors, on va prendre, oui, des choses qui vous fâchent, mais c'est sur un thème précis. Alors, on va faire semblant dans notre planification qu'on va faire ensemble maintenant, qu'on fait le persuasive paragraph. La tâche finale, c'est de faire un rant que les élèves vont mettre sur une chaîne privée YouTube ou bien sur Seesaw ou bien sur le Facebook de l'école. Ils vont le mettre quelque part sur un TikTok qu'on voit ou qu'on ne voit pas leur visage. C'est pas important. Ça dépend de votre profil de classe. Vous savez qui a le droit de se faire filmer, qui ne l'a pas, qui serait à l'aise avec ça, qui ne le serait pas, etc. Alors, qu'est-ce que mes élèves vont devoir savoir afin de réussir notre tâche? Alors, nos 2 tâches finales, c'est que l'élève va, bien sûr, écrire au moins un paragraphe, un persuasive paragraph qui va mener jusqu'à la publication. Ensuite, le paragraphe qu'il a choisi pour la publication, on va aller un peu plus loin. On va le modifier pour que ça devienne un rant et ça va nous permettre de voir d'autres choses aussi. On va voir de la communication entre les élèves parce qu'ils vont probablement travailler en diade pour se filmer, se faire filmer. On va voir est-ce que l'élève est capable d'utiliser les gestes, l'expression faciale, le ton de voix, le mouvement, des appuis visuels, etc., pour appuyer son message. Alors là, on va voir tout un côté communication orale qu'on n'aurait pas vu s'il s'agissait juste d'un texte écrit. On va aussi voir tout ce qui est sur l'écran maintenant. Il faut que les élèves sachent comment rédiger un paragraphe. Il faut une phrase d'introduction. Il faut au moins 3 phrases pour appuyer votre introduction, votre idée principale. Et il faut une phrase qui fait un sommaire de votre paragraphe qui réitère votre opinion. Il faut que les élèves sachent c'est quoi une opinion, c'est quoi un fait. Alors, tout ça, ça va être un apprentissage qui va durer peut-être une ou 2 leçons, mais sur lequel on va revenir tout au long de notre unité. Le langage persuasif. Quand j'essaie de persuader quelqu'un, est-ce que je vais utiliser le mot good? It's nice, it's good, it's very nice, it's very good. Ou est-ce que je vais dire this is an extraordinary tool for blah, blah, blah. Je vais essayer d'utiliser un langage plus émotif. Des mots plus forts. Et je vais peut-être utiliser certaines stratégies, peut-être un dictionnaire de synonymes, peut-être notre mur de mots, etc., pour rendre mon langage plus efficace. Quelles sont les stratégies de persuasion? Alors, j'ai déjà mentionné des statistiques, ce qui amène toutes les habiletés en recherche. Le langage émotif et le maintien d'un seul point de vue. Alors, si on écrit un texte persuasif, on ne va pas dire les devoirs sont essentiels pour la maîtrise des concepts, mais parfois les élèves sont tellement frustrés qu'ils n'apprennent rien. Tu sais, on ne va pas donner les 2 côtés de l'argument dans un texte d'opinion. L'orthographe. Si je lis quelque chose et c'est mal écrit,
l'orthographe est mauvaise, la grammaire est mauvaise, je ne vais plus le voir comme source fiable d'information. Alors, l'orthographe, la correction et la révision sont importantes aussi. Je vais juste... Ce n'est pas la matière de... Parce que nous n'y sommes pas tellement exposés. Oui, 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 exactement. Et c'est pas pareil dans toutes les écoles. C'est pas la même chose dans toutes les écoles. Mais si vous pouvez créer un endroit où les élèves se sentent à l'aise de prendre des risques, comme on le fait dans toutes les matières, comme moi, j'essaie de le faire avec mes profs d'anglais parce que, tu sais, il y en a qui ne veulent absolument pas enseigner l'anglais. C'est qu'il n'y avait pas d'autre choix. La direction leur a dit avec notre horaire, il faut que vous le fassiez. Alors, tu sais, il faut avoir un environnement où tout le monde se sent à l'aise et où les tâches sont accessibles, sont au niveau de l'élève. Alors, peut-être que tes élèves à Hearst, ils vont dire good. Ils vont dire very good parce que ça, c'est leur niveau pour l'instant. Et c'est peut-être vers la fin de l'année qu'on va les amener à utiliser un vocabulaire un peu plus riche et précis. Et au début, on veut juste qu'ils vivent du succès. Alors, toutes ces tâches peuvent être modifiées. Et c'est pour ça aussi que c'est certain que rester avec le paragraphe et pas aller plus loin et essayer d'écrire un texte ou une lettre d'opinion en 6e année, ça va être important. Alors, prochaine partie de ma planification. Je sais ici quelles sont les compétences, les habiletés que les élèves doivent avoir. Et ici, je pourrais même en ajouter d'autres parce qu'on avait dit qu'on allait aller un peu plus loin jusqu'à une vidéo. Alors, peut-être que je pourrais ajouter ici, après tout ça, ils doivent aussi apprendre à utiliser l'iPad pour se filmer, à ajouter des graphiques, des images, etc., pour appuyer leur message, utiliser un bon débit, utiliser un bon ton de voix, etc. Tout ça pourrait être ajouté. Alors, ce que je vais vous demander de faire maintenant, et j'espère vraiment que ça va fonctionner, j'ai demandé à tous mes amis d'essayer ce lien pour voir si ça fonctionnait et il semblait fonctionner. Première chose à faire, c'est d'ouvrir le curriculum à la 6e année. Et, oh, good, c'est good. Ouvrir le curriculum et ensuite ouvrir le document partagé. Je vais vous demander, dans le document partagé, de trouver au moins 2 attentes et ou contenus auxquels on pourrait toucher pendant qu'on fait tout ça pour le persuasive paragraph. Okay? Alors, dans la communication orale, si on va faire un rant, si on va faire des mini-débats, si on va discuter de nos opinions, quelles sont les attentes et contenus en oral and visual communication que je pourrais toucher, enseigner, évaluer pendant cette unité qui va durer peut-être entre 6 et 8 semaines. En reading et interpretation, quelles sont les stratégies, quelles sont les habiletés que les élèves pourraient pratiquer, développer, etc. Je pense que vous comprenez. Et même chose pour les language conventions. Si je parle de persuasive paragraph, quels éléments de la grammaire ou de l'orthographe est-ce que je pourrais facilement toucher sans faire trop de stretch en enseignant ce genre de texte. Alors, on va prendre environ 7 minutes, je pense, pour trouver. Vous pouvez choisir si vous voulez aller directement dans Language Conventions, si vous préférez explorer Reading and Representation. Puis j'espère qu'à la fin de 7 minutes, on aura bien rempli ce tableau avec beaucoup d'attentes et contenus auxquels on pourrait toucher avec le persuasive paragraph. Est-ce que mes directives sont claires? Est-ce que quelqu'un pourrait me poser une question sur ce que je viens de dire? Il n'y a pas de question? OK.
Alors, à 14h37, on va regarder notre document de planification ensemble. Si vous avez des questions entre-temps, je suis là. J'avais dit 7 minutes, mais je vois que vous travaillez rapidement et que le temps passe vite et j'ai encore plein de choses à partager avec vous avant 3 heures.
Alors, peut-être qu'on pourrait juste regarder ça rapidement ensemble. Et je vais partager mon écran au lieu de ça. OK. Alors, vous avez trouvé using active listening, yes, because ils vont écouter des idées, ils vont faire la synthèse des idées, ils vont faire le résumé des idées, oral and oral visual. Alors, on va entendre, on va écouter des choses, on va écouter des vidéos aussi parce qu'on parle de visual communications. Adding details, oui, on a déjà parlé de ça. Clarification, justification, communication pour différents publics, excellent. Reading, tout ce qu'on fait lorsqu'on lit. On va le faire lorsqu'on lit des textes d'opinion. Ils vont lire une variété et ça, c'est super important. N'oubliez pas aussi que il faut lire d'excellents exemples, mais aussi de moins bons exemples pour que les élèves puissent voir ça m'a convaincu. Tandis que ça, c'était moins convaincant. Alors, qu'est-ce que les meilleurs auteurs ont fait pour que ce soit plus persuasif que l'autre? Express their opinions, justify their opinions. Alors, ils vont chercher de l'information dans ce qu'ils ont lu. Toutes les attentes dans Rating and Representation. C'est certain qu'ils vont écrire leur persuasive paragraph. Et encore une fois, on voit la structure du paragraphe qui est important, les révisions. Et j'adore ce que vous avez trouvé dans les conventions linguistiques, connecting words, modifiers, compound sentences, connecting words again, verb tenses, very important so that it makes sense, les majuscules, la ponctuation, les virgules, excellent quotation marks si c'est une citation, letter patterns, excellent, n'importe quelle opportunité pour parler des patterns dans l'orthographe en anglais. Knowledge of French and English vocabulary, on peut toujours faire des liens entre les deux langues et ça, c'est super intéressant. Et surtout pour les élèves qui sont plus francophones dans le nord de l'Ontario. Vous avez super bien fait ça. OK. Alors, on va retourner ici dans le partage. OK, so, après ça, on a nos attentes et nos contenus qu'on veut enseigner, qu'on veut évaluer, etc. pendant cette unité. La prochaine chose à faire, c'est de décider le comment. On connaît le quoi, qu'est-ce qu'on veut enseigner, comment est-ce que je vais le faire et comment est-ce que je vais le faire de façon intéressante. Alors, je vous invite encore une fois à cliquer sur le Padlet et à suggérer des activités, des mini-leçons. Quelqu'un avait déjà mentionné des débats. Ça pourrait facilement aller dans Oral and Visual Communication. J'ai déjà mis un exemple d'un TED Talk fait par un jeune. Alors, vous pouvez cliquer là-dessus et on va faire ça dans juste 2 minutes, juste pour avoir quelques idées dans notre Padlet qu'on va utiliser par la suite pour notre planification. Alors, on fait ça rapidement. Le lien est là si vous cliquez sur l'écran Padlet. Et vous cliquez sur le plus en bas à droite. Oh, juste des activités que les élèves pourraient faire à n'importe quel moment pendant cette unité. Alors, j'ai mis l'exemple ils pourraient watch and analyze this video. C'est un jeune qui explique pourquoi les enfants ne devraient pas avoir des devoirs. Alors, ça, c'est un exemple d'une activité qu'on pourrait faire pendant cette unité qui va me permettre de voir les attentes et contenus que j'ai déjà ciblés. Ça pourrait être une mini-leçon sur
les phrases compounder and complex sentences. Ça pourrait être, read an opinion in a local newspaper. Ça pourrait être faire un mini débat. OK, je vais partager le Padlet. Alors, dans Oral and Visual Communication, on va sûrement écouter des vidéos. Si on va finir par faire un rant, on veut qu'ils écoutent des exemples de rant aussi. De Rick Mercer, quelqu'un l'avait dit. Pick your favorite, the this or that activity, and then you would have to justify. I love it. Give students a draft of a persuasive essay with errors in grammar, punctuation, spelling, etc. Ask them to edit and revise. Fantastic. Read examples of opinions in local news, in epic books, etc. In writing, summarize the argument. So, on a écouté quelque chose, on a lu quelque chose. Quel est notre résumé des arguments qui ont été apportés par l'auteur? Écrire quelque chose à propos d'un current event. A brainstorm. We don't always have to go through the entire process. Alors, la planification, on peut faire un brainstorm about opinions, and it doesn't have to go any further. On pourrait choisir par la suite une de ces opinions et décider d'écrire un paragraphe. Present the structure of a paragraph. See how paragraphs in books and magazines follow that structure or don't follow that structure, as the case may be. Language conventions. I think making inferences probably goes in the reading section. Language conventions presentations must be a link to something else that's very useful. Doing a lesson and creating a bank of transition words. Excellent. And if you don't have a bank of good transition words, Google it. And because you need to know what you're trying to get the students to find and to look for. Look for different types of sentences in the text that we read. Create a person. Okay, same thing. Have students look for errors and correct them themselves. Combining sentences. So I love it. Take a series of short, choppy sentences and have them combine them using conjunctions to make a more fluid text. Wonderful. So what I would do is continue with this. So what are all the little ideas I have? We could do mini debates. We could do remue-ménage. We could just have a discussion with another student. We could write a paragraph once a week and decide at the end which one we want to take further. Persuasive writing prompts. Excellent. So all kinds of things that we could do. Ensuite, où suis-je? Non, pas là. Ici? Oui. J'arrête.
Et je vais retourner dans mon PowerPoint. Alors, une fois que j'ai toutes mes idées, c'est comme un remue-ménage. Quelles sont toutes les petites choses que je pense que mes élèves pourraient faire? On pourrait faire, tu sais, un jeu où j'ai des transition words sur des bandes de papier et j'ai un texte où j'ai des mots sur le TBI et j'ai un texte, puis les élèves pourraient aller choisir le bon mot pour la transition ou bien pour créer des phrases complexes or compound sentences. All of my ideas, je vais mettre dans un document. Et ensuite, je prends tout ça et je le mets dans un ordre plus ou moins logique. Alors, ce serait une bonne idée de demander au début, à mes élèves, c'est quoi un texte d'opinion? Est-ce que tu en as déjà lu? Est-ce que tu en as déjà vu? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui exprimait une opinion? Où est-ce que vous avez vu ça? Pourquoi penses-tu que la personne l'avait écrit ou l'avait filmé, etc.? Et puis, commencer à lire des exemples. Puis, on va s'aimer des petites mini-leçons en grammaire et en convention linguistique entre les gros morceaux où on va étudier le genre de texte. Je dois savoir qu'est-ce que je vais évaluer à la fin. Alors, il faut que moi, je crée mes critères d'évaluation et les détails avant d'enseigner à mes élèves. Alors, je sais qu'à la fin, je veux que le texte convainc le lecteur. So, does it contain statistics? Does it use strong emotional language? Does it take only one side of the argument? La structure du paragraphe. There's an interesting introductory sentence that hooks the reader. Approximately 3 supporting sentences, a concluding sentence that summarizes my opinion, sticks to the topic. I proofread my text. Quelles sont les conventions linguistiques qu'on a déjà vues? Quels sont les spelling patterns qu'on a déjà vus? Quelles sont les règles des majuscules et de la ponctuation qu'on a déjà vues? Parce que tout ça, je veux le voir dans ce texte. Alors, c'est pour ça que j'ai dit spelling of most words is correct, parce que mes élèves ne connaissent pas tous les mots de la langue anglaise, mais si c'est un mot qu'on a déjà vu, si c'est un mot qui utilise un spelling pattern qu'on a déjà vu, etc., ça devrait être bien écrit, etc. Alors ici, dans l'exemple pour le vocabulaire, le thème que j'ai choisi pour mon texte d'opinion, c'est les règles. Alors, les règles qui gouvernent la vie à l'école, à la maison et dans la communauté, ça va encadrer nos lectures et notre écriture, mais ça va nous donner assez de latitude pour choisir quelque chose qui nous intéresse. Et lorsque on a lu des textes d'opinion, on a écouté des rants, on a écouté des discours où quelqu'un partageait leur opinion avec nous, on va mettre les mots intéressants, les mots utiles dans notre lexique. Alors ici, je ne peux même pas lire ce que j'ai écrit moi-même, mais j'espère que vous pouvez le lire. Alors, il y a des exemples de mots qui sont super, super simples, que je veux juste que mes élèves soient capables de les écrire comme il faut. Il y a des mots qui sont vraiment utiles pour un texte d'opinion. Et il y en a qui sont juste des mots intéressants ou des mots avec beaucoup d'émotion qui pourraient convaincre le lecteur. On doit planifier notre évaluation. Alors, quand est-ce que je vais pouvoir observer mes élèves? Quand est-ce que je vais pouvoir leur parler? Et qu'est-ce que je vais ramasser? Est-ce qu'il va y avoir des quiz en grammaire? Est-ce qu'il va y avoir des brouillons? Est-ce qu'il va y avoir le texte final qui vont amener jusqu'à la publication. Je vais avoir leur vidéo à la fin quand ils créent leur rant. Et peut-être que je vais faire des petites entrevues ici et là pour voir comment ça va quand ils sont en train de lire et d'écrire. En plus, il va y avoir plein d'interactions verbales. Alors, je vais pouvoir observer mes élèves aussi. Le document final que j'aime utiliser vient de Grant Wiggins dans Understanding by Design. Je ne peux pas le partager avec vous parce que ça vient de son livre, mais les grandes lignes sont là, même si je les ai changées un petit peu. Alors, quelles sont les attentes et les contenus?
qu'est-ce que je veux que mes élèves soient capables de faire à la fin, quelles sont les preuves d'apprentissage que je vais amasser. Et ensuite, c'est juste une liste de tout ce qui était dans le livret, c'est Understanding by Design. Tout ce qui était dans notre Padlet, je vais prendre toutes les activités. J'avais dit qu'il fallait faire une mini-leçon sur les virgules. Il fallait lire un texte d'opinion et voir où est-ce que l'auteur avait utilisé des virgules. Il fallait faire un exercice avec les virgules, etc., etc. Je vais prendre tout ça et je vais le mettre dans un ordre qui est plus ou moins logique. Et je vous montre pourquoi. Alors, comme j'ai dit au début, tu as peut-être une période de 45 minutes. Avec tes élèves, tu as peut-être une période de 75 minutes. Tu as sûrement déjà pensé que tu allais accomplir un bloc d'affaires dans une semaine, puis tu as appris qu'il y avait une assemblée lundi, ça c'est ton cours d'anglais. Il y avait sauton en chœur mercredi, ça c'est ton cours d'anglais. Et vendredi, l'anglais va être raccourci parce qu'il y a un invité. Quand tu as cette planification de fait, avec toutes les petites choses qui vont amener les élèves un peu plus proches d'être capables de faire leur texte d'opinion ou de faire leur rant, tu vas les piger. J'ai 20 minutes. Qu'est-ce que je pourrais faire dans 20 minutes? Ou j'ai toutes mes 75 minutes aujourd'hui. Qu'est-ce qui a un peu plus de viande que je pourrais profiter de ma période de 75 minutes pour vraiment entrer en profondeur dans un texte ou dans une stratégie, une technique, etc. Et pendant 6 semaines, ta planification est faite. Il y a peut-être de petits détails, peut-être tu dois faire des photocopies, peut-être tu dois trouver un exemple de quelque chose, mais tu sais où tu t'en vas et les élèves savent où vous allez. Alors, exemple d'une période, j'ai 4 petites activités. Ces activités pourraient prendre entre 10 et 15 minutes. Alors, c'est comme un menu où je peux aller chercher, est-ce que j'ai le temps de faire 4 activités, 5, 6? Je peux aller choisir. Alors, dans ma courte période aujourd'hui, avec un cours double, ça c'est une autre question. Il faut être capable de jongler et de mettre quelqu'un en action et d'aller voir l'autre groupe ou bien de trouver des choses qui se redoublent dans le curriculum où il y a quelque chose en commun. Ça, malheureusement, on ne va pas avoir le temps d'en parler. Il nous reste 7 minutes. Oh my. OK. Alors, quick read. Voici un texte que j'ai écrit, mais si je n'étais pas à l'aise en anglais, on a déjà parlé de l'intelligence artificielle. Si votre conseil vous permet de l'utiliser, vous pouvez aller taper write me a persuasive paragraph about why the government should not tax unhealthy food. Si le texte qui est produit n'est pas à votre goût, vous tapez please rewrite this using some statistics. Please rewrite this using stronger language. Please rewrite this in a simpler version for struggling readers, etc. Et ça peut créer de nouvelles itérations du texte. Alors, mes élèves peuvent lire ça, je vais le mettre sur le TBI, on va le lire ensemble. La première fois, on va le lire, on va en discuter rapidement. La deuxième fois, on va utiliser des surligneurs de différentes couleurs pour trouver la phrase d'introduction, les phrases qui appuient le message et où se trouve la phrase de conclusion. Ensuite, on va regarder les techniques que l'auteur a utilisées. Et l'auteur, c'est moi. Alors, 3 fois, on va lire le même paragraphe dans 3 classes, 3 périodes différentes, mais avec une intention différente. Je vais demander à mes élèves de discuter entre eux pendant 5 minutes ou pendant 10 minutes, puis de partager leurs idées. Je vais faire une mini-leçon sur les homophones, there, and there, sur le TBI ou peut-être dans leur cahier, peut-être sur une photocopie. On va faire une très courte activité pour utiliser there, and there. Je peux aussi leur donner des devoirs là-dessus. Et puis ensuite, un quick write.
Alors, dans ton cahier, écris 3 reasons the government should or should not tax junk food. You're not writing a persuasive paragraph here. Vous me donnez 3 idées et puis peut-être la semaine prochaine, on va décider quelles idées on veut amener plus loin. Alors, j'espère que ça vous montre comment ce type de planification à rebours peut vous aider d'aller choisir de petites activités. Il nous reste 5 minutes et je veux vraiment vous montrer les ressources. C'est pour ça que vous êtes venus, je pense. Alors, 2 ressources fiables que j'adore. Quelqu'un a déjà mentionné APEC, ça aussi, je l'adore. Gratuit pendant la journée. Vous allez avoir les liens aussi à tous ces sites. Readworks.org. Incroyable. C'est gratuit. C'est américain. Alors, ça parle souvent de l'histoire américaine, souvent d'une perspective américaine, mais il y a des milliers et des milliers et des milliers de textes. Si vous explorez un peu le site, vous allez voir comment vous pouvez cocher votre niveau d'études, 4e, 5e, 7e, 8e, ou vous pouvez, si vous êtes en 4e, peut-être que vous allez choisir 3e parce que vos élèves sont moins forts. Vous pouvez choisir un thème. Vous pouvez choisir quelque chose de plus simple. Les élèves peuvent l'écouter. Vous pouvez aussi assigner des devoirs. Alors, si vous voulez que les élèves lisent à la maison, vous choisissez un texte, vous l'assignez aux élèves. C'est incroyable. Vous pouvez imprimer les textes et les questions ou vous pouvez les assigner de façon électronique. Alors, ça, c'est une suggestion et j'aurais aimé avoir le temps d'aller vous montrer, mais faites-vous un compte gratuit. Ça va vous demander si vous voulez faire un don. Vous n'êtes pas obligé de faire un don. Vous pouvez avoir un compte gratuit. Commonlit.org, c'est la même chose. C'est payé par pas des bourses, mais c'est subventionné. Alors, c'est gratuit, encore une fois, de qualité incroyable. Votre bibliothèque municipale, voici la bibliothèque de London. Si je fais l'article de revue avec mes élèves, ben, je peux aller sur le site de la bibliothèque et chercher des revues pour enfants, lire des exemples d'articles ensemble. C'est vraiment, il y a des livres, il y a toutes sortes de choses. Le Centre Franco, si vous avez vraiment besoin, vous partez de zéro, vous pouvez aller sur le site des activités d'apprentissage. Vous descendez sur la page, vous choisissez 7e année, anglais, première semaine. Vous avez une planification pour la première semaine de votre cours d'anglais. C'est génial, puis j'ai découvert plein de choses dans leurs leçons. Vous partagez de bonnes ressources dans le clavardage aussi. Merci beaucoup. On a déjà parlé de l'intelligence artificielle pour vous, pas nécessairement pour les élèves, et chaque conseil a une politique différente sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais si vous avez besoin d'exemples de texte, demandez à l'intelligence artificielle de vous rédiger un texte et puis demandez la plateforme de peaufiner pour avoir exactement ce que vous voulez comme exemple pour les élèves ou pour avoir un contre-exemple pour les élèves. Pour la grammaire, si vous n'êtes pas à l'aise avec toutes les conventions linguistiques, voici des sources que j'ai trouvées qui sont fiables. Parce qu'il y a plein de English, comme ESL, English as a Second Language, des ressources qui viennent d'autres pays où ils n'ont pas bien compris le concept grammatical. Alors, faites attention, utilisez la règle de 3. S'il y a quelqu'un qui vous explique qu'un subordinated conjunction, c'est une chose, va voir, est-ce que je peux trouver 2 autres sources qui me disent la même chose? Sinon, c'est peut-être pas la bonne explication de la notion grammaticale. Alors, je reviens sur les objectifs de la formation. Il est 3 heures. On a parlé de la structure du programme cadre. Je pense qu'on a vraiment fait le tour du texte prescrit comme véhicule pour l'enseignement.
On a regardé la planification, une façon efficace de le faire qui va vous sauver beaucoup de temps au long terme. Et les ressources que je viens de partager avec vous, je n'ai pas eu le temps de vous les montrer, mais je vous suggère de prendre les prochaines 15 minutes pour aller sur ces sites-là et explorer et créer votre compte. Le Centre Franco aimerait savoir ce que vous avez pensé de l'atelier. Alors, si vous cliquez sur le rectangle bleu, vous aurez le lien à votre formulaire de rétroaction. Et je vais vous partager le lien à ma présentation pendant que vous faites ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pendant, Jennifer, que tu partages le lien dans la boîte de clavardage, eh bien, laisse-moi te dire un grand merci pour cette formation extraordinaire, super intéressante, beaucoup de contenu, beaucoup de ressources, des façons de faire, des explications claires. Alors, on était très chanceux de t'avoir aujourd'hui. Pour cette formation Help, je vais enseigner l'anglais. Alors, je vais arrêter l'enregistrement et je vous reviens avec le mot de la fin. Merci.